J'ai acheté pour pas très cher mais un peu trop cher quand même cette carte bootleg de Super Pang qui s'avère être un simple Pang. Pas très cher parce que quand on la branche on est accueilli par une absence de synchro vidéo et un clic de la mort ou click of the death, encore lui. Un examen de surface montre un quartz à 10 MHz avec une patte cassée du côté du processeur audio. Je remplace le quartz par un nouveau en meilleur état. Et je sonde l'une de ces broches pour vérifier sa fréquence d'oscillation. Et je mesure un étrange 30 MHz et un signal d'amplitude assez faible. C'est bien normal, parce qu'on est à 3 fois la fréquence de résonance du quartz. Un oscillateur est parfois réalisé avec une porte logique inverseuse dont la sortie est raccordée à l'entrée. La porte logique transforme un état 0 en un état 1 et vice versa. Elle renvoie donc ici inlassablement le contraire de ce qu'elle envoie. Cela est rendu possible par l'existence d'un délai de propagation dans la circuiterie interne de la porte. Il va déterminer la fréquence maximum d'oscillation du circuit, mais il est difficile à estimer et non fiable. C'est pour cela qu'on vient placer sur le circuit un résonateur à quartz qui va stabiliser les oscillations sur sa fréquence de résonance et qui est, elle, très précise. En jouant sur la valeur de la capacité dans le circuit, je parviens à récupérer un signal de meilleure amplitude et à la fréquence du résonateur, à savoir 10 MHz. Une fois l'ancien condensateur remplacé, je retrouve une fréquence stable à 10 MHz. Je peux me débarrasser de l'ancien condensateur sans poser de questions. En tout cas, c'est ce que je pense un soir de septembre 2021, quand je mets ce projet de réparation en pause pour quelques mois. Et quelques mois plus tard, donc, je me mets en quête de rétablir un signal de synchro vidéo. Je sonde le signal de synchro, et je trouve un signal qui a tout à fait l'allure qu'il devrait avoir. On voit bien les impulsions de synchro horizontale resserrées, et les plages plus longues de synchronisation verticale. Je fais un relevé de temps sur le tracé, et j'observe une période de 50 millisecondes environ pour un rafraîchissement vertical, ce qui correspond à une fréquence de 20 Hz au lieu des 50 ou 60 attendus. Je suis la trace de la synchro depuis le connecteur JAMA, elle est raccordée au dos de la carte, puis arrive sur ce via pour passer de l'autre côté. On la retrouve sur cette porte logique. La porte combine le signal de synchro horizontal, ou H-Sync, et le signal de synchro vertical, ou V-Sync, Pour former le signal de synchro composite ou C-Sync. En observant un cycle de synchro horizontal, je mesure une période de 195 microsecondes pour une fréquence de 5 kHz au lieu des 15 kHz attendus. Je commence à me dire que je n'aurais peut-être pas dû jeter ce condensateur et que le fait de faire osciller le quartz à 3 fois sa fréquence était un choix de design totalement volontaire. Je remplace le condensateur par un nouveau de valeur beaucoup plus faible pour essayer de récupérer le comportement d'origine. Sur la puce logique de génération de fréquences, j'observe des signaux instables que je peux stabiliser en perturbant les signaux avec mes pinces conductrices. La stabilisation du signal s'accompagne de la production d'un signal vidéo stable, même si l'image elle-même n'inspire pas particulièrement confiance. Quand par un heureux hasard le signal se stabilise dès le démarrage, on peut observer le jeu qui démarre correctement, même si l'image est totalement rouge. Il y a de la vie dans cette carte. Pour stabiliser le signal, je place une résistance de 10 kΩ en parallèle avec le quartz. Et pour essayer d'améliorer un peu le signal très moche, je remplace les deux résistances du circuit d'oscillation, dont l'une n'était plus dans sa zone de tolérance. À présent, le signal de synchro est valide à chaque démarrage, mais la carte ne démarre pas correctement pour autant. Je me dis que l'horloge met peut-être trop de temps à se stabiliser et que la carte démarre alors que le signal n'est pas encore stable. Pour vérifier cette hypothèse, je déclenche le reset du processeur principal à la main en envoyant une impulsion à 0 V sur la broche de reset du Z80. Voilà ce qui se passe lors de la mise sous tension, et quand j'envoie l'impulsion, le jeu démarre. Cela me met sur la piste d'une mauvaise temporisation du signal de reset lors de la mise sous tension. Un circuit de temporisation du reset implique souvent le chargement d'un condensateur au travers d'une résistance et un comparateur. Cela permet de le retrouver sur la carte. Ici, on a affaire à un circuit un peu plus complexe qui va générer une impulsion de reset au moyen de deux condensateurs et deux portes logiques NAND utilisées en trigger de Schmitt inverseur avec leurs deux entrées reliées entre elles. Au démarrage, la première porte prend en entrée une tension 0 V, donc un état bas. Sa sortie est donc mise à l'état haut, soit 5 V, et commence à charger progressivement le deuxième condensateur au travers de sa résistance interne. La tension vue par la deuxième porte est un peu au-dessus de 0 V, soit un état bas. Sa sortie est donc mise à l'état haut. Le signal de reset est donc lui aussi à l'état haut et le processeur démarre immédiatement. Assez rapidement, le deuxième condensateur se charge suffisamment pour que l'entrée de la deuxième porte passe à l'état haut. Sa sortie passe alors à l'état bas, ainsi que le signal de reset. Le processeur est arrêté. Pendant ce temps, le premier condensateur poursuit sa charge à travers la résistance de charge. Une fois sa charge suffisante, la première porte va lire un état haut, sa sortie passe donc à l'état bas et elle commence à décharger le condensateur, toujours via sa résistance interne. Quand la tension aux bornes du condensateur passe sous le seuil de déclenchement de la deuxième porte, celle-ci lit un état bas et bascule sa sortie à l'état haut. Le signal de reset passe alors à l'état haut et le processeur est relancé. On voit que les durées des différentes phases sont liées à la capacité des condensateurs. Plus ceux-ci ont de capacité, plus les plages de temps sont longues.
Le premier condensateur va déterminer le temps entre la mise sous tension et le démarrage du processeur, le second va déterminer la largeur de l'impulsion de reset. Dans le cas présent, le premier condensateur, indiqué à 47 microfarad, est mesuré à 20 microfarad. Il est clairement mort. Je vais le remplacer par un condensateur de 100 microfarad. Et on va laisser un peu plus de chance au circuit d'oscillation de se stabiliser. J'en profite pour remplacer également le deuxième condensateur par un neuf. Après remplacement, le redémarrage est systématique. On voit aussi qu'il se fait tard. L'affichage reste tout de même résolument rouge. Je m'intéresse maintenant au DAC vidéo. Pour le retrouver, on peut partir des broches des signaux de couleur sur le connecteur JAMA. Elles arrivent le plus souvent sur des buffers ou des bascules, accompagnées d'échelles de résistance R2R caractéristiques d'un DAC vidéo. Les puces sont potentiellement reliées aux lignes de données de puces mémoire, qui font office de RAM de palette. Le fait d'envoyer des adresses sur ces puces de RAM permet d'envoyer les données de couleur correspondantes sur le DAC vidéo. Le problème de couleur se situe probablement dans cette région de la carte. Je ressors Paint et je trace les liens entre les différents composants. Je commence par identifier les sorties rouges, vert et bleu sur le connecteur JAMA. Je suis leurs pistes jusqu'aux 3 échelles de résistance que je peux alors identifier en tant que bleu, vert et rouge. Les résistances sont alimentées par les deux bascules situées entre elles. Et ces bascules sont alimentées par les broches de données des rames de palette. Pour chaque pixel à afficher, les données des rames de palette sont envoyées sur les bascules, puis sur les barres de résistance, et les données analogiques partent directement sur le connecteur JAMA. On peut observer que seuls 4 bits de données sur la première rame de palette sont utilisés, pour un total de 12 bits par pixel. La première s'occupe du rouge et la deuxième du vert et du bleu. C'est donc elle la suspecte. Je sonde les données sur une valeur de rouge pour voir à quoi ressemble le signal valide. J'observe un signal majoritairement à l'état 0 avec des pics à l'état 1. Je sonde ensuite une ligne de données verte pour comparer. Et j'obtiens un signal majoritairement à l'état 1 avec des pics à l'état 0. Je fais la même chose avec la ligne bleue et j'obtiens un résultat similaire. Je peux éliminer la piste d'un éventuel problème de DAC. Les données qui lui sont envoyées pour le vert et le bleu sont mauvaises. Les données en question proviennent de la rame du bas. Mais le problème provient-il de la rame elle-même ou des données qui lui sont envoyées en écriture? Pour le vérifier, je trace les composants qui lui fournissent ces données. Je ne redessine pas toutes les lignes pour ne pas encombrer encore plus le dessin, mais il apparaît que les deux tampons situés sous les puces de RAM alimentent chacun une puce. De l'autre côté de ces buffers, on va trouver directement le bus de données du processeur. Celui-ci fonctionnant correctement, le problème provient soit du buffer, soit de la RAM. Un sondage de la RAM déclenché sur les accès en écriture, que je n'ai pas filmé, montre que les données qui lui parviennent sont déjà mauvaises. Le fautif est donc le buffer vert-bleu. Une fois retiré, il nous montre toute la belle crasse qui se cachait dessous. Je place la puce dans le programmateur pour un test du composant. Je passe le programmateur en mode testeur. Je recherche ma référence de composant, un 74LS245 ou 74245. Je lance le test. Et on dirait qu'absolument toutes les valeurs obtenues sont l'inverse de celles attendues. Le composant est bien mort. Le 74245 est un composant très utilisé pour le partage de bus, avec son contrôle bidirectionnel de 8 lignes en parallèle. J'ai donc eu l'occasion d'en acheter pas mal au fil des réparations, ça tombe bien. Il m'est arrivé, notamment pour des puces 74595, que le programmateur ne parvienne pas à tester des puces qui fonctionnaient pourtant correctement. Pour m'assurer qu'il teste bien les puces 74-245 et que mon buffer était bien mort, Je teste la puce de remplacement. Et le test est concluant, la nouvelle puce est fonctionnelle, et l'ancienne était bien morte. Avant de poser un support pour la nouvelle puce, je m'assure que les trous sont bien nettoyés. Les supports, avec leurs pattes souples, sont un enfer à faire rentrer dans des trous à moitié bouchés. Une fois le support soudé, il ne reste plus qu'à insérer la puce de remplacement. Et à lancer un test. J'ai du blanc, c'est un bon départ. Et j'ai bien mes couleurs, parfait, à part que j'ai des barres verticales un peu partout. Le circuit de rendu va combiner les données des décors, stockées dans cette section, et les données de sprite stockées et calculées dans celle-là. Le rendu de chaque ligne va être fait en alternance sur l'une ou l'autre des puces de RAM pour les lignes paires et impaires. Cette puce de RAM sert au programme à indiquer quel sprite doit être affiché à quel endroit et avec quelle palette de couleurs. Le problème ne provient probablement pas d'elle. Si je connecte mes sondes d'oscilloscope sur les lignes d'écriture des deux puces de RAM, j'observe bien des plages d'accès en alternance. si je mesure la largeur d'une plage, je trouve 64 microsecondes. Sur la durée de balayage d'une ligne correspondant à une fréquence de 15 kHz. Le fait que l'on observe des lignes verticales en pointillés m'oriente vers un souci autour d'une de ces deux puces de RAM. Pour savoir quelle puce de RAM est concernée, je vais utiliser une technique interdite qui consiste à mettre à la masse des lignes de données d'une puce, puis de l'autre. Attention, avec cette technique, il vaut mieux relier les pistes de données entre elles plutôt que les mettre à la masse. J'en fais les frais un peu plus tard. Première puce, deuxième puce. La coupable serait donc la puce du haut. En reliant une piste d'adresse haute au plus 5 volts, j'ai appris à la dure que ces pistes étaient reliées à la masse. J'ai donc réalisé un magnifique court-circuit et la piste qui met les broches à la masse a brûlé. Comme tout à l'heure, je me dis que le problème ne provient pas forcément de la puce de RAM. Il y a un double circuit de rendu qui alimente ces deux puces. Le problème peut provenir de ce circuit. Je note que les lignes d'adresse sont reliées à deux banques de compteurs qui comptent les pixels à afficher.
Ces deux banques ont leurs lignes de contrôle reliées entre elles, le circuit de contrôle est donc commun aux deux canaux de rendu. Il est peu probable que les compteurs eux-mêmes soient en faute, ou on aurait des défauts d'affichage bien plus importants, avec des grands pans d'image manquantes. La partie des données est alimentée par deux buffers unidirectionnels. La source de données de ces deux buffers est ici aussi commune. Un problème sur une ligne de données injecterait simplement de mauvaises couleurs sur la ligne d'affichage indépendamment de la colonne affichée. La fautive semble définitivement être la barrette de RAM. Je retire donc la puce et je la place dans le programmateur à tout faire. Je choisis le modèle générique 6116 pour les puces de 2 kg de RAM. Le résultat est sans appel et sans détail malheureusement. J'avais quelques puces en stock pour réparer des slots MVS. J'en place une dans le testeur, et voilà ce qu'on est censé obtenir quand la puce fonctionne. Je place un support à la place de la puce, je le soude en place, j'en profite pour patcher la piste brûlée, je plie les broches de la puce de RAM pour qu'elle s'adapte au support, je la mets bien en place à l'envers. Si vous vous demandiez ce qui se passe quand on met une puce de RAM à l'envers, ça fait de la fumée et on a une puce brûlée à la sortie. Je retire la puce, pas besoin de bracelet antistatique pour manipuler du plastique brûlé. Je place une nouvelle puce, à l'endroit cette fois. Et tout fonctionne correctement. Je dois tout de même vérifier que les contrôles des deux joueurs fonctionnent. J'intercale entre les deux connecteurs JAMA ma vieille carte de bricolage qui me permet de brancher mon dual stick maison. Et on dirait que tout fonctionne correctement. Sur cette carte, j'aurais remplacé le quartz à la patte cassée, remplacé les résistances du circuit d'oscillation, remplacé le condensateur, ajouté une résistance en parallèle sur le résonateur, remplacé les condensateurs du circuit de reset, remplacé le buffer qui alimente la RAM de palette bleu et vert, et remplacer la screen RAM en charge de l'affichage des lignes paires, ou impaires, enfin d'une ligne sur deux quoi. À bientôt!